Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez partager, c'est bon. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Je vais faire comme ça tout le temps jusqu'à ce que la page va se réactiver. Les gars, vous avez suivi le parcours de Maurice Kamto. Vous avez suivi le parcours de Maurice Kamto. À quel niveau il pense? Et surtout, je vais féliciter Valérie Ndongo. Parce que là, il fait preuve... il fait preuve, je ne sais pas, si je dirais d'intellectualisme ou bien, je ne sais pas, mais Valérie Ndongo me surprend. Il pose des questions pertinentes. Même s'il veut ajouter un soupçon d'humour dans sa façon de poser les questions, mais il faut féliciter ce gars. Je le découvre en fait. Il n'est pas journaliste. Ce n'est pas un bidjan qui va venir faire le Congossa en disant qu'il répond à un autre Congossa où on a énuméré des faits. Mais il vient lui faire le Congossa, que l'autre a dit que j'ai appelé l'autre, il a dit que. Mais là, Valérie Ndongo me surprend parce qu'il est précis, même dans l'humour. Si vous écoutez la pertinence des questions qu'il pose. Waouh! Ça, je dis bravo. On a des talents au Cameroun qu'on néglige. Ça, je vous le garantis. Pour quelqu'un qui comprend un peu le domaine politique, vous allez voir que ce gars, normalement, est à féliciter. Oui, j'importe directement la troisième partie. Hein. Voilà. Maurice Kamto, vous êtes face aux jeunes. Oui. Et il y a des jeunes qui ont des questions spontanées. Alors, je peux vous garantir... Là, c'est la troisième partie. C'est la troisième partie. Et avant qu'on entame cette troisième partie, la famille, je vous invite à faire le double de partage que je vois là actuellement. Faites le double de partage que je vois là actuellement. Et bonsoir à tous. Vous savez, TikTok, je ne peux pas accéder à TikTok avec mon propre compte à partir du téléphone. Je ne sais pas parce que je suis en train de faire le live directement sur l'ordinateur. Donc, quand tu es en live, normalement, tu ne peux pas accéder au live à partir d'un autre appareil, sinon le live va se couper. Vous voyez un peu. Donc, je vous invite à faire. Je vois là, ici, on me dit que, ici, sur le logiciel, on me dit que TikTok est à 300 partages. 307 ou 308 partages. Je vous invite, s'il vous plaît, à faire le double. Et tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour cette troisième partie. Parce que là, c'est une partie très importante. Pourquoi? Parce que des jeunes qui sont dans la salle vont poser des questions auxquelles Maurice Kamto va répondre. Maurice Kamto n'a pas fait, il ne s'est pas préparé avec ces jeunes, ni rien. Tout ça est spontané. Il a dit, allez, je pose des questions. Peu sont les politiciens capables de répondre aux questions, de participer à ce genre d'exercice sans être préparés. Très peu. Mais vous voyez la spontanéité et la pertinence dans les réponses de Maurice Kamto. L'affaire du carburant, nous en avons parlé ici. Fatigué, voilà Maurice Kamto qui vous précise bien le prix, 369 francs le litre. Voilà le prix du litre de pétrole quand ça arrive, de carburant quand ça arrive là-bas à Douala, 369 francs. On s'envole de 369 à 840. Bientôt, ce sera plus de 1000. Je vous le dis encore, plus de 1000 francs le litre. Pourquoi? Parce que le gouvernement ajoute des taxes exorbitantes. Pourquoi faire? Pourquoi faire si ce n'est pour entretenir leur train de vie? Hein? Pour louer les jets privés, dernière génération pour Brenda Bia. Hein? Pour les petites gloutineries, les amuse-gueules à 60 milliards par an. Pour des bêtises à n'en plus finir. C'est pour ça qu'on asphyxie les Camerounais avec les taxes et les impôts sur le carburant, si bien qu'on quitte d'un litre de carburant de 369 francs à 800 et poussière. Et vous payez, vous êtes content de payer, vous payez votre propre mort. Donc cette partie est d'autant plus importante parce que là, ce sont des jeunes Camerounais du Cameroun qui vont poser des questions directement à Maurice Kamto. Ils ont l'occasion de le faire avec Maurice Kamto. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire avec celui qui est censé être le responsable de leur avenir, Popol, qui est au pouvoir depuis avant leur naissance. Ils sont nés, ils ont trouvé Popol.
Ils n'ont jamais eu l'occasion de lui poser une question comme le père, tu fais quoi avec tout l'argent qui était destiné à nous entretenir dans le pays ici? Jamais. Mais là, ils ont l'occasion de poser une question à Maurice Kamto, poser des questions à Maurice Kamto, et Maurice Kamto, là, il va répondre à ces questions tranquillement. Donc, tapotez, mettez beaucoup de cœur, et pendant ce temps, on écoute. Je n'ai même pas écouté les questions avant. Pas de problème. Donc maintenant, ce qui sort va sortir. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. On va commencer par le jeune qui est juste à votre gauche. Très bien. Merci pour la parole que vous m'avez passée. Moi, c'est l'étudiant Koutoame Fadjila en première année à l'Université protestante, faculté des sciences et de l'informatique. Je voulais que vous nous donniez des stratégies que vous alliez élaborer pour améliorer les conditions de vie des jeunes citoyens, comme vous dites, futurs leaders du pays. Ok. D'accord. Je peux répondre? Oui, c'est à vous. Oui. D'abord, je voudrais qu'on s'entende sur une chose. Ce n'est pas que je dis futur leader. Vous êtes appelé à être en charge de la conduite des affaires du pays demain, qu'on le veuille ou pas. Parce que la loi de la vie et de la nature veut comme ça se fait par génération et les gens passent. Et donc, viendra un moment où c'est vous qui aurez la charge de la conduite des affaires du pays. C'est pour cela, justement, qu'il faut bien préparer la jeunesse du pays à prendre la relève. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait. C'est une réalité qui s'impose à nous et qui doit être préparée. Alors, quelles sont les idées que nous avons, pour ne pas dire les stratégies? Je pense, en ce qui me concerne, que pour répondre au problème de l'emploi des jeunes, il y a d'abord des mesures à court terme et des mesures à moyen, voire à long terme. Les mesures, je commencerai par les mesures à long terme ou à moyen terme. Il y a la réforme de fond en comble du système éducatif canadien. Notre système éducatif a été performant et a permis au pays de passer des caps. En réalité, le système éducatif actuel a été mis en place au lendemain des indépendances pour produire des cadres qui devaient gérer administrativement le pays. Mais ce n'étaient pas des cadres de l'innovation, de la maîtrise de technologie ou de la création, justement, par exemple, des entreprises industrielles. Donc, cette phase-là s'est achevée autour des années 80. Mais nous avons raté ce tournant-là en termes de réforme. C'est-à-dire qu'à partir de 80, nous aurions déjà dû réformer notre système pour que dès le primaire, mon objectif, c'est que dès le primaire, on mette l'enfant en contact avec les outils technologiques et les questionnements. Aujourd'hui, si vous allez même au primaire, on apprend encore aux enfants à réciter. Moi, je voudrais que très tôt, par exemple, il y a les moyens de le faire. Des laptops, mais il y a des laptops de différents niveaux. Donc, on ne va pas mettre une Ferrari entre les mains d'un enfant pour aller s'amuser, alors que, bon, voilà, une 4x4 lui suffit. Donc, on va mettre et nous n'inventons rien. Vous allez en Chine ou ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire ces petits ordinateurs qui ne peuvent pas dépasser les 15 000, 10 000. Il faut mettre ça à la disposition pour que très tôt, dès l'enfance, c'est-à-dire la maternelle, avant même le secondaire, l'enfant commence à jouer là-dessus. J'avais dit, il y a des choses que nous pouvons faire qui ne coûtent pas grand-chose, avant même de parler d'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle les Lego. Vous connaissez les Lego, les jeunes? Voilà. Mettez à la disposition des jeunes les Lego, mettez ça en désordre. Qu'ils essayent de monter des choses. Les Lego, on te dit, bon, fais une maison. Tu as tes Lego, tu fais une maison. On te dit, fais telle chose. Tu as tes Lego, tu fais mal, mais tu vas voir que tu as mal fait, que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on a montré. Voilà. Donc, mais tu vois, on apprend en faisant. Notre système éducatif, à l'heure actuelle, donne beaucoup de théories. Vous avez même jusqu'à l'université, vous êtes un jeune universitaire, des enfants qui sont dans des filières scientifiques qui n'ont jamais fait une manipulation de laboratoire. Il y avait des enfants qui sortaient licenciés en informatique qui n'avaient jamais eu un ordinateur. C'est quand même dramatique. Oui, ils connaissaient toutes les formules informatiques et tout. Donc c'est ça, on veut faire cela. Ensuite, à partir du secondaire, bon, si je vais dans les détails, on va supprimer le CEP. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez
on va avoir 2 diplômes entre, si vous voulez, l'école primaire et le baccalauréat. Il y aura un premier diplôme qui se situera au niveau de la classe autour de la classe de seconde, quelque chose comme ça. Il n'y aura plus de probatoire et puis il y aura le niveau de fin d'études secondaires qui vous donnera l'accès à l'université. Mais déjà à partir donc de votre premier diplôme, qui sera le premier diplôme obligatoire, parce que tous les enfants, l'éducation sera obligatoire pour tous les enfants, parce que tout le monde doit avoir au moins ce diplôme-là, dont la durée est à peu près de 8 ans, 8-9 ans. Et après, vous allez déjà commencer, avant d'avoir le diplôme de fin d'études secondaires, vous allez déjà commencer à avoir le choix des filières. Donc si vous vous sentez plus à l'aise pour la science, la technologie, la littérature, des trucs comme ça, on va cadrer. Ça, c'est des trucs à moyen et à long terme. C'est-à-dire, il faut que dans les 10 prochaines années, nous ayons réformé le système éducatif. À court terme, là. Bon, oui. Un an après la oui. Maintenant, oui, je vais vous dire, moi, je vous ai dit, ce qui manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui, ce sont des métiers. Les jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métiers. Il faut leur donner des métiers. Et c'est pour cela que je mets l'accent sur les centres de métiers. Vous pouvez même avoir déjà la licence, même en lettres ou de je ne sais pas quoi. Mais vous, si vous voulez avoir un métier, allez dans un centre de métier où, suivant votre niveau et la qualification que vous voulez avoir, vous passerez entre 6 mois et 24 mois maximum. Donc, si vous voulez devenir plombier, mais un bon plombier, parce que nos plombiers, peut-être vous ne souffrez pas autant que moi des problèmes de fuite d'eau. Voilà, ils apprennent sur le tas et ils ne sont pas à jour. Les techniciens en général. Voilà. Donc, mais il faut qu'ils aillent à l'école. L'école est importante. J'ai déjà dit aux jeunes, même en 2018, tous les métiers s'apprennent. Même le métier de vente dans la boutique là. Dans les pays développés, le métier de vente, vous allez apprendre à vendre. Je disais, par plaisanterie, que quand vous entrez dans un magasin en Europe ou en Amérique d'ailleurs ou ailleurs, voilà, vous avez une jeune fille ou une jeune dame qui va vous accueillir très gentiment avec un grand sourire. Comme les Camerounais sont très chauds, là, ils croient que c'est pour lui. Non, non, c'est l'argent là. On veut que tu achètes quelque chose. Parce que c'est ça qui donne le salaire à la fin du mois. Mais elle est formée pour faire ça. Donc il faut apprendre le métier. Donc moi, je voudrais mettre des centres de métier pour les jeunes immédiatement pour répondre à la préoccupation de Valérie, c'est-à-dire là. Il faut que dans les 6 mois, on multiplie les centres de métier. Cela veut dire donc qu'il faut équiper. Il faut faire venir les machines pour former les gars. Mais la deuxième chose concrètement, c'est que nous avons des leviers d'emploi. Un des blocages au Cameroun aujourd'hui, et je sais que ce sont des questions éminemment sensibles au Cameroun, mais il va falloir que nous regardions ces problèmes-là en face, les problèmes fonciers. C'est la question foncière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois, les gisements d'emplois qu'il y a dans le domaine, dans la filière agricole. L'agriculture, ce n'est pas seulement la production, c'est la transformation, c'est l'agro-industrie. Donc, vous avez vu qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, qui font des jus de fruits, certains font les chips, certains font... Mais ils ne vont pas bien loin. On ne peut même pas les aider à distribuer dans les chaînes de supermarchés ici parce que leur production, c'est rien. Parce qu'un supermarché ne veut pas que vous lui donniez un produit. Il fait des efforts pour attirer la clientèle et la semaine d'après, le client vient, il ne trouve pas. Donc, nous n'avons pas encore une production qui atteint des tailles critiques, la masse critique. Il faut donc changer notre mode de production. Cela veut dire qu'il faut... C'est pour cela que dans notre programme, nous disons, nous voulons avoir des états généraux du foncier. Non pas avec les fonctionnaires. Non. Même pas avec les élites, avec les autorités traditionnelles, auxquelles des spécialistes du droit foncier peuvent s'ajouter, pour que nous nous posions la question au Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos terres? Parce que des terres, nous en avons à perte de vue au Cameroun. Nous avons de l'eau pour irriguer. Il y a des pays même qui n'ont pas de l'eau. Si nous voulons faire des cultures irriguées partout au Cameroun, nous voulons faire. Et si on règle cela, et ça, c'est des choses que moi, personnellement, je m'engage à faire dans la première année, si je suis, c'est-à-dire organiser les états généraux du foncier. Qu'on sorte de là-bas, qu'on voit la loi foncière. Il y a une loi foncière qui ne s'applique pas parce que la loi dit une chose, mais la réalité sur le terrain est autre. Il faut faire que ça matche. Il y a des soupçons et les populations, les autorités traditionnelles ont raison. Certains ont
peur qu'on les spolie de leurs terres. Et ces populations-là ont raison. Comment les rassurer? Comment mettre des garde-fous juridiques pour que justement les gens ne viennent pas spolier les terres? Si nous pouvons imaginer par exemple que quelque part vous voulez faire une plantation, de taille industrielle, machin, et vous faites qu'il y ait une prise de participation des populations locales. Pas seulement en termes de... mais ça dit dans le capital. On peut leur donner une part de capital pour rien, pour leur donner des assurances. Il y a des formules à l'infini. Okay. Pour que nos terres... Alors, une fois que j'ai réglé ce problème foncier, croyez-moi, vous aurez des emplois. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'agriculture ce qu'on appelle des spéculations à court terme, c'est-à-dire des produits qui viennent à maturité à très court terme. Le maïs, c'est 3 mois, vous récoltez. Le manioc, c'est moins d'1 an, vous récoltez, etc., etc. Vous voyez le nombre d'emplois qu'il y a là? Okay. Bon, une fois que vous avez récolté, maintenant vous transformez. Il y a des gens maintenant qui disent qu'ils font de la farine pour faire le pain. Donc vous êtes déjà au niveau industriel. Vous produisez la farine, le maïs, etc. Est-ce que vous savez qu'à l'heure qu'il est, le Cameroun importe le maïs? Vous ne pouvez pas savoir. Nous importons le maïs, nous importons de l'huile de palme. Notre balance commerciale est structurellement déficitaire. Nous sommes à moins 1500 milliards et plus d'importations, dans lesquelles nous avons plus de 600, près de 700 milliards d'importations de nourriture, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Est-ce que c'est normal? Et il y a des jeunes qui vont mourir à la Méditerranée. Et ce travail-là va être revalorisé. Il ne s'agit pas de livrer des jeunes à des emplois où ils ne sont pas bien payés, non. Quand on fait une unité de production, il doit avoir, par exemple, un centre de santé là-bas. Il doit y avoir une structure d'établissement scolaire pour la scolarisation des employés, etc., etc. Voilà, si vous me demandez. Et puis, la deuxième phase, mais ça, ce n'est pas immédiat, parce que ça prend au moins 1 an, c'est l'industrie. Ouais. Le temps qu'on attire les investisseurs, qu'on leur montre les facilités. Parce que moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut faire des plateformes industrielles au Cameroun, ce que j'appelle des zones industrielles. J'ai toujours dit, président, moi je ferai une plateforme industrielle vers EDEA. Je sortirai l'industrie de la ville de Douala pour faire une plateforme industrielle, parce que c'est idéalement situé. Si on arrive à trouver l'espace, c'est situé entre le port de Kribi et le port de Douala. Et voilà, le port de Kribi, le port de Douala et la direction de Yaoundé. Voilà une plateforme industrielle. Je vais venir ici dans la zone du centre, parce que j'ai toujours dit, entre le centre et le sud. Pourquoi? Parce que nous avons là encore une zone où nous pouvons faire, parce que nous avons vers le sud, nous avons la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et tout cela. Nous devons faire une plateforme. Et puis, je vais envoyer une autre dans la Ganawa, etc., etc. Donc, on peut le faire. Mais ça vous demande de mettre en place donc, une politique qui vous permet de créer ces zones industrielles et que l'industrie vienne. Nous savons comment le faire parce que nous avons vu ça dans d'autres pays africains et on sait comment le faire. Voilà, hein, très brièvement. Bon, maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. OK. Alors, on va passer à la deuxième question. Bonsoir, M. Kamto. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est l'étudiant Andela Idjoa Jean-Philippe. Je suis étudiant à l'UPAC au niveau 1. À l'UPAC au niveau 1, cellule informatique, FTIC. Oui. On va dire cela. Ma question est la suivante. Notre pays on va dire très compliqué, monsieur, parce que... ouais. Vous avez raison, je le dis parce que vous avez tellement raison. Parce que notre président actuel met sur pied beaucoup de projets pour nous aider, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ces projets ne voient quasiment jamais le jour à cause des mentalités actuelles, à savoir la corruption qui a mis pied franchement dans notre société et c'est devenu comme une seconde nature pour nous. J'aimerais savoir quelles seront vos méthodes si vous êtes élu président pour dissuader toute personne voulant ancrer dans cette pratique pour que le pays puisse évoluer et devenir enfin émergent. Merci de votre question. C'est une très bonne question. Parce qu'en effet, il y a des projets et des mesures très pertinentes qui ont été prises dans ce pays à une certaine époque. Nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord et que je suis en rupture avec la manière dont les choses sont faites que je dois prétendre que tout n'a jamais été que mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Andela? Vraiment, ça tient à rien du tout. Quand vous êtes chef d'État d'un jeune pays comme le nôtre, vous devez vous comporter comme un chef chantier. Si vous n'êtes pas chef chantier, rien ne sera fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un chef chantier,
C'est celui qui est là pour dire, voilà, vous avez mis le papin s'y est tordu et la ligne là n'est pas droite. Si vous dites que vous avez donné aux collaborateurs, vous croyez que, comme vous avez vu comme ça, c'est bien, eux, ils vont comprendre que c'est bien et faire, vous vous êtes trompé. Ce que le premier président du Cameroun, Amadou, a réussi en termes de développement, ce n'était pas parce qu'il faisait des miracles. C'est parce qu'il est sur le terrain. Est-ce que vous savez, M. Mandela, qu'il y a ici au Cameroun des routes, on dit au président de la République que c'est goudronné et que ce n'est pas goudronné, on a goudronné 3 fois la même route. Donc ça veut dire que si lui-même, parce que les gens savent qu'il ne va pas venir voir. Je vous dis ça de manière vraiment à l'aise. Et je ne suis pas en train ni de lui manquer du respect ou quoi que ce soit. C'est une des choses que je déplore. On ne peut pas goudronner la même route 3 fois. Prendre justement des crédits, des prêts à l'étranger. Souvenez-vous de je crois que c'est Kribi Ebolo à comme 2. Je crois qu'on a déjà pris au moins 2 crédits, fait de l'emprunt. C'est chez moi, donc... Voilà. et la route... Je connais cette route. Donc c'est ça la vérité. Le problème, c'est que parlons du Cameroun, avec les Camerounais, il faut que le gars sache que tu peux descendre à tout moment. Je vous assure, je termine par là, je suis convaincu, intimement convaincu, que si le président, avant l'achèvement provisoire des travaux du stade Olembe, était descendu là même une fois, c'est à moins d'1 kilomètre de là où il est, non? Les choses allaient changer. Parce que à ce moment-là, quand tu descends même une seule fois, les gars d'ici peuvent descendre à tout moment. Il peut encore venir. Donc c'est un comportement de chef de chantier qu'il faut avoir. Il faut être derrière eux. Ça ne peut pas être autrement. Et donc voilà globalement comment je peux expliquer ça. Je ne vois pas... Il n'y a pas de... Et pour ceux qui se livrent justement à la corruption et croient qu'ils peuvent s'amuser comme ça, avec la détresse et la souffrance des Camerounais, je crois qu'il faut que nous cessions de faire preuve de complaisance. Quand j'entends certains Camerounais dire, et vouloir même tribaliser la corruption, on dit que non, on poursuit celui-là, mais on n'a pas poursuivi les gens de tel. Non, chaque fois que nous avons la preuve ou les preuves que quelqu'un a plongé les mains dans la caisse, on doit appliquer la loi. Et l'application de la loi doit commencer par le fait qu'il ne puisse pas profiter de ce qu'il a détourné. Parce que quand vous prenez les gens, vous les mettez en prison, il a les milliards. Je dis toujours, hein, nous les Africains, nous on n'a pas peur de la prison. Quand tu dis que tu vas mettre, excusez-moi de dire comme ça, un Européen, prison 15 jours là, il commence à croire que sa vie est déjà finie là. Mais nous, en Afrique, là, tu mets même 10 ans, on dit que mon frère, tu as fait même quoi? On va sortir, Donc l'argent là, si tu dis que tu mets seulement la personne en prison et que son argent, ses milliards sont quelque part, qui va supporter? S'il ne meurt pas, il en profitera pour sa famille. Donc il faut que nous soyons cohérents. On a établi que vous êtes auteur de malversation, de détournement des deniers publics. On établit le montant. Il faut saisir tout ce qu'on peut saisir, même si ça ne rembourse pas. Mais il faut que les gens sachent cela. Si tu ne frappes pas au porte-monnaie, ça va continuer. Voilà les 2 éléments que je peux... Ok, alors avant-dernier. Waouh, Maurice Kamto. Waouh, le PS vient de me finir. Le PS vient de me finir une fois. Le père, tu as raison. Avec les Camerounais, il faut faire comme un chef chantier. Ce n'est pas ça que moi-même je vois ici, là, sur TikTok. À chaque fois, il faut dire tapoter, mettez les cœurs, partager. On dirait que il faut toujours contrôler les Camerounais. Tu connais les Camerounais, Maurice Kamto. Ouais, tu connais les Camerounais. Tu les connais, tu les maîtrises. Tu les maîtrises, le père. Voici mes Camerounais qui sont scotchés là. Ils sont plus de 200 et poussières. Seulement sur TikTok. Et il y a 2 autres directs sur YouTube, sur Facebook. Ils sont nombreux là-bas partout. Hein. Mais mettre les cœurs, c'est un problème. Les gars ne mettent pas les cœurs. Ils ne partagent pas, mais ils sont contents de suivre la vidéo. C'est ça le Camerounais, le père. Tu les connais. Tu les maîtrises, dis donc. Après, les gens vont dire que tu ne les maîtrises pas. Le père, il connaît les Camerounais. Et il connaît comment il va redresser ce pays-là. C'est dans les petites choses comme ça, là,
que vous percevez si oui ou non un homme est capable de diriger un pays. Maurice Kamto connaît la mentalité du Camerounais et il connaît comment frapper. Il a raison. Si Popol se déplaçait de temps en temps, tellement il a endetté le Cameroun pour des projets, peut-être qu'il avait des bonnes intentions. Sauf qu'il est paresseux, il ne se déplace pas, il ne vérifie rien. Aïdjo prenait le taxi la nuit. Il se balade. C'est mon père qui me disait ça. Parce qu'à une époque, mon père travaillait à la présidence, hein, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque d'Aïdjo. Oui. Aïdjo prenait le taxi. Il se balade dans la ville. Il regarde un immeuble qui est en train de monter. Il a son gars là, agent de renseignement. Il demande que l'immeuble-ci, c'est pour qui? On lui dit que c'est pour tel DG. Mais il travaille depuis combien de temps? Ah, patron, voilà, on ne sait pas. Hein? Il dit, ok, convoquez-le dans mon bureau demain. Tu vas dire à Aïdjo, où tu as pris l'argent pour construire l'immeuble de 2 ou 3 niveaux. Il se balade, quoi. Il dit, ça là, c'est pour qui? On dit que non, c'est pour un particulier là, comme ça. Il dit, mais il a pris l'argent où? Ah, patron, vous savez, c'est un homme d'affaires. Il a fait quoi? Parce que le pays est pauvre. Il faut bien... Comment le pays est pauvre et les gens sont riches? Subitement, l'argent vient d'où? Il dit, l'argent, ça sort d'où? Comme ça, là, lui aussi, il veut savoir où tu prends l'argent pour aller prendre sa part. Convoquez-le dans mon bureau demain, ok? Le lendemain matin, tu entends seulement que tu es convoqué à la présidence. Là, tu dois t'y rendre. Tu dois dire d'où vient l'argent que tu as pris. C'est-à-dire l'argent que tu as utilisé pour construire le bâtiment de 2 étages alors que tu es un cadre de l'administration. Tu n'es pas censé avoir autant d'argent. Aïdjo le faisait. Quand Aïdjo mettait des projets sur pied, la route, n'importe quoi, Aïdjo était le chef chantier. Il était le premier à être sur les lieux quand il disait qu'il faut qu'on arrange une route. Il faut qu'on construise une route. Même si c'est en Gormapoubi, Aïdjo est là. Le gars, et quand il quitte, il ne vous dit pas. Ce qui fait en sorte que tous ses collaborateurs, les ministres, tous là, les gars étaient à pied d'œuvre parce qu'ils ne savaient pas à quel moment le président va venir contrôler. Le président était imprévisible et c'est comme ça que le Cameroun a avancé. Les Camerounais ne sont pas feignants. Les Camerounais ont de la matière grise. Mais ils ont besoin, n'est-ce pas, de sentir que la personne qui leur confie une tâche est concernée par cette tâche. Et ça se répercute hein, même chez les menuisiers, les soudeurs, tous les techniciens au Cameroun. Si tu lui confies un travail et qu'à chaque fois tu ne vérifies pas, il va déposer ton travail là, il fait autre chose. Mais si c'est que tu vas venir vérifier, il va vite faire ton travail, il va bien faire. C'est ça. Il a raison, le président. Il a parfaitement raison. Et de deux, moi j'avais toujours dit ça ici, hein, que si quelqu'un détourne l'argent au Cameroun, on le met en prison, on va prendre l'argent de tous les membres de sa famille. Même si c'est en Europe, même si c'est où. On va perquisitionner, on va prendre tout. On va réquisitionner autant pour moi. On va prendre tout. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on le nomme, ce sont les membres de sa famille qui vont dire que hey, méfie-toi, travaille bien haut. Ce n'est pas les bêtises qu'on voit aujourd'hui que dès qu'on nomme quelqu'un, il organise la fête, il tue 10 bœufs, il fait la fête parce qu'il sait qu'il est dans la mangeoire. Écoutez déjà la mangeoire. Man, moi je suis pour, et je le dis ici tout le temps, tu voles l'argent du contribuable. On t'arrête, on confisque tes biens, les biens de tes enfants, les biens de tes nièces, tes neveux, tes oncles, les biens c'est-à-dire les biens de toute ta famille au moins, c'est-à-dire à la troisième ou quatrième rapprochement. C'est-à-dire que l'oncle, le frère de l'oncle, le cousin de l'oncle, on saisit tous vos biens. On ouvre d'abord une enquête financière sur vous pour détecter où est-ce que vous avez mis les biens. On saisit tout. On saisit tout. Donc, quand tu arrives au gouvernement et que tu voles l'argent, toi-même, tu sais que tu condamnes déjà toute ta famille. Quand c'est comme ça, là,
Les gars vont être des grands contrôleurs, plus que toi-même, le président. Continuons d'écouter le président, dis donc. Dernière question de jeunes, on va prendre celle-là. Bonsoir, professeur Maurice Kamto. Je suis Ivan Silva, Carole Mira, designer graphique professionnel. J'aimerais savoir, vous avez contesté les résultats des élections en 2018. Ouais. Si vous contestez les résultats des élections, ça veut dire que vous avez douté de l'organe qui se charge de ces élections-là. Est-ce que en cette année, vous avez plus confiance en cet organe-là, c'est-à-dire Election Cameroun, ou bien vous allez en candidat plus préparé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC, ou bien vous vous documentez vous-même sur les sujets? Merci. Merci. De vos deux questions. Belle tenue. Pas seulement en TIC, je suis quelqu'un d'assez curieux actuellement. Franchement, je suis très curieux dans tous les domaines. Vous pouvez être surpris qu'on tienne une conversation sur quelque chose qui se passe en Asie. D'ailleurs, parfois même les gens trouvent que je suis un peu insomniaque, je ne dors pas assez parce que je suis toujours en train de... J'essaie de vivre au diapason du monde, de ce qui se passe. C'est pour cela que, effectivement, je sais un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes. Et parce que, au fond, c'est votre univers. J'aurais pu décrocher. Je ne sais même pas utiliser l'ordinateur. Non, personne ne tape des textes, c'est moi-même. Je saisis et tout. Donc, si tu dis que moi, je ne parle pas aux jeunes seulement par racolage politique. C'est que je suis profondément convaincu que si notre pays doit survivre demain et gagner un certain rang, il faut préparer les jeunes, il faut comprendre les jeunes, il faut savoir quelles sont les attentes des jeunes. Ça, c'est ma conviction profonde. Et vous ne pouvez pas le faire en étant indifférent à ce qu'ils font. Voilà pourquoi, effectivement, je fais des efforts en ce sens. Mais je suis aussi resté très en contact avec les jeunes. Je ne suis pas coupé des jeunes, loin ça, du tout. Maintenant, vous avez parlé des élections 2018. Oui, j'ai contesté. Et vous avez vu, ce n'est pas pour refaire à rebours le procès de 2018, vous avez vu que nous avions tellement raison, que nous avons montré en Mondovision qu'il y avait 32 PV qui étaient mauvais, qui n'étaient pas remplissaient pas les normes et qui n'ont jamais été signés. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Je ne vais même pas aller dans les détails. Mais vous avez vu que c'était tellement vrai que le résultat final donné par le Conseil constitutionnel donnait un résultat donc, de votants de 100,48%. En mathématiques, vous savez que c'est impossible. Je vous dis ça ici tous les jours, non? Ce n'est pas ce que je vous dis ici tous les jours. 100,48% là. Dites en commentaire si ce n'est pas ce que je vous dis ici tous les jours. Même pour ceux qui n'étaient pas des foudres de guerre en mathématiques comme moi. Mais chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Bon. Donc, les morts peuvent voter. Bon, mais ça arrête. Si ça arrive à 100,48%, c'est qu'il y a un problème. On aurait donc dû corriger. Il y a quelques morts qui ont voté. On va dire ça comme ça. Peu importe. C'était pour dire que la contestation ne partait pas simplement du désir de contestation. Bon, maintenant, vous avez posé une question extrêmement importante. Est-ce que nous avons davantage confiance à l'organe électoral aujourd'hui, c'est parce que nous sommes mieux préparés? Je vais vous dire une chose. Franchement, jusqu'à très récemment et jusqu'en 2022, 23, 24, je pensais que ce qui s'est passé en 2018 allait nous servir de leçon pour nous tous, pour que les échéances futures se passent dans des meilleures conditions. Je le pensais vraiment. Il s'est dit, y compris que Elekam allait dire non, on peut faire. Bon, peut-être ceux qui sont très sévères diront que je suis un naïf. C'est vrai, je peux accepter cela. Mais j'ai la faiblesse toujours de croire que nous sommes tous attachés au devenir de notre pays, qu'à un moment donné, chacun de nous est capable d'un sursaut pour dépasser juste ses propres petits intérêts d'aujourd'hui. Et que c'est pour cela que moi personnellement, je fais les efforts, en dépit de tout ce qu'on a raconté sur moi, pour que le Cameroun ne s'enflamme pas. Parce que
ma connaissance de l'histoire des nations et comment les pays se construisent m'enseigne que aucun pays n'a intérêt à venir d'abord détruire tout ce qui a été fait avant de commencer. Vous venez essayer de continuer. Et c'est là que vous êtes fort. C'est pour ça que moi, on me prête la violence, on m'a prêté le casse des ambassades et tout ça. Mais dans le même esprit, on a jugé les auteurs des casses de l'ambassade à Paris. On les a condamnés. L'État du Cameroun était dans le procès. On n'a jamais prononcé mon nom. Parce que les auteurs ont toujours dit, et moi je ne les connaissais pas, je dis ici, à Mondo Vision aussi, je ne les connaissais pas. Mais on a absolument voulu que l'on dise que Kamto voulait briser les ambassades parce qu'il voulait être président à tout prix. Mon cher ami, j'ai dit en 2018, je le redis ici, ou en 2019, je ne suis pas né avec écrit sur mon front président de la République. Donc je peux parfaitement continuer le reste de ma vie très heureux, même avec les douleurs d'un Cameroun qui va dans le mauvais sens, mais sans être président de la République. Croyez-moi. Mais j'ai toujours pensé que si au fond de moi, je pense que j'ai quelque chose à offrir au Cameroun, personne ne doit m'empêcher d'essayer d'offrir cette chose-là. Et c'est ce qui me met debout. Maintenant, est-ce que c'est parce que... Non, à partir de 2022-2023, et tout ce qui se passe ces derniers temps, me montre que malheureusement, on ne peut pas avoir davantage confiance en l'organe électoral que hier. Parce que vous êtes témoin de tout ce que nous demandons. Nous demandons appliquer la loi. La loi dit publier la liste nationale, la liste électorale nationale. Mais pourquoi vous ne publiez pas? Pour que moi je puisse vérifier si je suis sur la liste. La liste nationale vous permet de voir que Kamto est inscrit ici à Yaoundé, mais j'ai vu son nom aussi à Mora. J'ai vu son nom aussi à Bertois ou à Bafoussa. Donc il y a inscription multiple. Donc je dois signaler ça. C'est pour ça que l'article 80 dit qu'il faut publier la liste. Le directeur général de l'ECAP doit publier la liste électorale nationale. Et l'article 81 dit en cas d'erreur, d'inscription multiple ou d'omission de votre nom, vous pouvez donc à ce moment-là demander au Conseil électoral de rétablir le nom. Mais vous ne pouvez avoir cette information que parce qu'on a publié la liste nationale. Voilà la logique. Et c'est la loi qui a été votée même par ce RDPC-là. Qu'est-ce qui leur coûte de publier la liste électorale nationale? Donc à partir de ces constats-là, je me suis dit, là, on peut faire tous les efforts qu'on veut, mais la confiance commence à s'effriter. Ça ruine la confiance de l'ECAP. Je signale que j'ai dit dès la fin de 2022 que j'ai l'impression que l'ECAP a bloqué le corps électoral du Cameroun à un certain niveau. Et pour rien au monde, il ne voudrait qu'on dépasse ce niveau. Entre 7 millions et 7 millions et demi à peu près. Comme les inscriptions étaient tellement massives en 2024 qu'ils ne pouvaient rien, ils ont donc donné avant toilettage 8 millions 111 000 et poussières. Mais après toilettage, on est retombé à 7 millions 700 quelque chose de mille. Mais si les inscriptions n'avaient même pas été aussi massives, je peux vous garantir qu'ils seraient revenus à 7 millions et demi. Donc j'en conclus que l'ECAM ne veut pas respecter la loi électorale. Et que ce n'est pas le devoir de Kamtoni seul ou du MRC seul, mais c'est un devoir national, collectif, d'exiger qu'on respecte les lois de la République. Pour que celui qui va être élu demain, j'ai dit en 2018, je le répète aujourd'hui, que ce soit le président actuel, président sortant, ou un autre candidat, s'il est élu dans des conditions claires et transparentes, moi je prends l'engagement devant vous, je serai le premier à le féliciter. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut qu'on donne une chance aux Camerounais de choisir le dirigeant qu'ils veulent pour diriger leur pays. Voilà la vérité. Et je termine tout simplement en disant, nous nous préparons également, sinon nous, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, nous n'irions pas aux élections. Nous allons aux élections parce que nous nous préparons mieux qu'en dépit, même avec un mauvais code, mais même en dépit de tout cela, nous voulons être en mesure de gagner même avec cela. Et c'est pour cela que nous sommes préparés en conséquence. Ok, alors une dernière question d'une étudiante, quand même. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je suis Ntama, une licence en sciences politiques à l'Université de Douala, une maîtrise en relations internationales et présentement à l'Institut des relations internationales du Cameroun en Master 2. Très bien. Oui, monsieur. Mon questionnaire a 3 volets, donc 3 questions. On ne peut pas parler du Cameroun sans parler de la Constitution. Et il y a un article, dans les premiers articles, il y a un article qui a été, je ne sais pas si je vais dire modifié 1, 2, 3 fois. Je voudrais savoir si vous, avec
peut-être la confiance qu'on pourrait vous attribuer, l'article qui stipule la durée de mandat présidentiel, oui, qui a été modifié, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Est-ce que la dernière modification, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que lorsque vous serez président, vous allez réitérer à cela? Parce que c'est une modification assez, je ne vais pas dire pléonasmique, si je vais utiliser le néologisme, oui. Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième question, Jean-François Baya a parlé de la politique du ventre. Surtout concernant les Camerounais. Je voudrais savoir, moi je suis pour, mais je voudrais savoir si vous arrivez à la présidence, vous allez limiter la gérontocratie et la patrimonialisation du pouvoir. Ça, c'est ma deuxième question. La troisième question va sur le plan international. Je voudrais savoir ce que vous pensez du messianisme. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que le Cameroun ne soit plus aussi dépendant des puissances occidentales, parce que nous sommes très conscients qu'il y a la partie sud et il y a la partie centre, oui. Donc je voudrais savoir, parce que c'est ça qui encourage en fait le flux migratoire qui devient de plus en plus exponentiel avec la pensée de non-retour. C'est-à-dire qu'on y va, on n'a plus cette pensée de retour. Donc je voudrais savoir, est-ce que vous avez des stratégies en place pour y remédier? Ce sont mes trois questions. Les enfants, les jeunes filles, vous qui passez vos journées à suivre les petites poclées des réseaux sociaux, qui passent leur temps à se dénuder, à montrer les fesses, à tourner par là. Vous ne pouvez pas suivre ce genre de jeunes filles. Les modèles comme ça sont rares au Cameroun. Si bien que on dirait que c'est une espèce en voie de disparition. Voilà le genre de jeune fille qu'il faut valoriser. Master 2 à lyrique. Institut des relations internationales. Elle parle le gros français. Elle parle le gros français. Jusqu'à Maurice Kamto fait la tête comme ça, il dit aïe aïe aïe. On peut comprendre qu'elle est un tout petit peu gênée par la caméra. Mais tu sens que c'est une jeune fille qui a du potentiel. Est-ce qu'elle peut alors être mise en avant? Non. On va vous mettre, vous allez passer le temps à suivre les jeunes petites filles qui sont appelées sur les réseaux sociaux à balancer les fesses et les seins. C'est comme ça. Mais notre jeunesse a encore une valeur sûre. Et quand on parle de valeur sûre, je viens d'être bluffé. Écoutons la réponse du président. Merci. Waouh. Merci. Alors là... S'agissant de la première question, ma réponse est simple. Et j'en prends l'engagement ici devant les jeunes que vous êtes, mais devant la nation et devant tout le monde. Une des mesures dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui est envisagée et qui est inéluctable puisque nous estimons que vous ne pouvez pas régler les problèmes actuels du pays sur le plan politique et notamment la crise anglophone sans passer par une révision de la Constitution sous la forme de l'État. Donc ce sera l'occasion de revoir un certain nombre de choses. Et je dis, je prends ici l'engagement ferme qu'il y aura limitation du mandat présidentiel à un seul mandat renouvelable une seule fois. Il n'y a pas d'ombre du doute. Je l'ai dit en 2018, je l'ai écrit. Il n'y a donc vraiment pas l'ombre du moindre doute là-dessus. La deuxième question, c'était... je pense que ce que vous appelez la gérontocratie est réglé, le problème est réglé par, en ce qui concerne la fonction publique, par les textes même de la fonction publique. L'âge maximum pour aller à la retraite d'après la fonction publique, c'est 60 ans. Il n'y a que quelques corps où il y a une dérogation. C'est le corps de la magistrature qui va à la retraite à 65 ans. C'est le corps des enseignants du supérieur, voilà, qui vont jusqu'à 65 ans. C'est les deux seuls corps. D'ailleurs, jusqu'à récemment, même les diplomates allaient à la retraite à 55 ans. Donc maintenant, c'est à 60 ans. On a à peu près harmonisé pour tout le monde, sauf ces deux corps. Je pense que si les gens vont à 65 ans, on ne peut pas dire que c'est la gérontocratie. Le problème vient de quoi, madame? Le problème vient justement du fait que les textes ne sont pas respectés.
les gens font des prorogations. Donc, mais à ce moment-là, on vous proroge sur un contrat, c'est un acte du chef de l'État. Voilà. Ça, ce n'est plus la loi. C'est un cadeau politique. Voilà, c'est un cadeau politique, ce n'est plus la loi. Donc, on devrait veiller à ce que les lois soient appliquées. Que lorsque vous avez... Mais enfin, quand même, ce n'est pas mauvais quand même d'aller à la retraite, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, on peut aussi vivre une autre vie que simplement de passer toute sa vie. Donc, mais à côté de cela, il y a les postes politiques. Et c'est le problème, là où les bas blessent, c'est les postes politiques. Et je ne peux pas vous dire qu'il peut y avoir une loi en la matière. C'est chacun qui doit apprécier, et il y a ce qu'on appelle en politique comme en d'autres domaines, ce qu'on appelle le raisonnable. Il y a quand même aussi, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et en plus, même si on n'est pas raisonnable, tenir compte des aptitudes réellement physiques et intellectuelles de la personne pour poursuivre. Si nous regardons le champ de l'espace public au Cameroun aujourd'hui, oui, il y a des personnes vraiment âgées. Mais moi, je vois, laissons même le cas du président de la République, je vois, il y a des personnes âgées à différents niveaux, dans différentes institutions. Mais si vous regardez, au moins parmi toutes ces personnes âgées, vous êtes toujours bluffé devant au moins un d'entre eux qui reste alerte. Donc, la question va être, est-ce qu'il rend encore effectivement des services à la nation? Il ne faut juste pas que l'âge à ce moment-là lui soit opposé, juste comme ça. S'il est encore en bonne santé physique, il y en a qui ont cette chance. S'il a encore la vivacité intellectuelle, pourquoi pas? S'il peut rendre des services à la nation. Je ne voudrais pas qu'on exclue. Regardez par exemple, les élections qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis, le candidat qui vient d'être élu a été candidat à 78 ans. C'est pour son deuxième mandat là. Mais on voit a priori qu'il est alerte. Il est vif. Il est plus vif que celui qui est sorti. Mais lui, il est encore alerte. Donc tant qu'il est là et qu'il dit je peux amener des choses pour les États-Unis, il a eu des scores qu'aucun président, aucun candidat à la présidence aux États-Unis n'a jamais eu. Donc, ça veut dire que... Donc, moi, je pense qu'il y a... Donc, je fais la distinction entre les positions administratives. La règle doit être absolue, stricte. Vous avez... Moi, il est vrai que même si je le demandais, on ne m'aurait pas accordé. Mais quand j'ai atteint la limite d'âge, je suis parti. Et je n'entendais pas. On m'a dit, refaites ici. Même jusqu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui m'écrivent pour dire, ouais, est-ce que vous pouvez encadrer ma thèse? J'ai dit, je ne peux pas, parce que vous avez... Non, je suis à la retraite. Je peux vous donner quelques conseils, mais je ne peux plus prendre la direction d'une thèse. Il y a des jeunes qui peuvent le faire. Donc, il faut aussi savoir quitter les choses et que, voilà, il y a... C'est pas que vous occupiez la place que peut-être même votre enfant aurait pu occuper. Voilà. Mais pour les postes politiques, je pense qu'il faut rester ouvert. Ça dépend de l'état de santé, de la forme, de l'aptitude, de la contribution qui... faut amener. Et puis de toute façon, si un jeune se montre plus perspicace, si le jeu politique est ouvert et qu'un jeune se montre plus talentueux, a une offre plus alléchante, les jeunes vont le voter. C'est pour ça que vous avez eu des pays où vous avez ancien Premier ministre, je crois qu'il a quitté maintenant du Canada, je crois qu'il avait 31 ans. Trudeau. Voilà, celui qui a été élu en Autriche, avant d'être remplacé par le gars de droite, là, 30 ans, 31 ans, quelque chose comme ça, l'actuel. Donc, mais, je terminerai par là, mes chers amis, il ne faut pas que les jeunes Camerounais, croient que la jeunesse est un programme, que le seul fait de dire « je suis jeune » veut dire que vous êtes apte ou compétent à faire quelque chose. Ceux qui sont arrivés au niveau dont je vous parle, à 31 ans, c'est des gens qui sont engagés parfois depuis 20 ans. Donc, qui a 10 ans d'expérience. Si vous prenez le chef d'État français actuel, les gens oublient qu'il a d'abord été secrétaire général. D'abord, il est inspecteur des finances, qu'il a travaillé à la banque Rothschild, qu'il est revenu être secrétaire général adjoint de la présidence de la République française, qu'il est allé comme ministre de l'économie, des finances et du numérique avant de démissionner pour se présenter. D'ailleurs, Valérie, les Camerounais, je crois, bon, peut-être, je ne sais pas si dans une dernière question, me pose la question, parce que ça m'est venu, mais vous avez été dans le gouvernement de M. Biya. Donc, pourquoi est-ce que vous pouvez soit le combattre ou bien... Mais est-ce qu'il est contagieux? J'étais venu pour travailler, juger ce que j'ai fait.
On dit que tu étais là, tu as mal fait, tu as échoué ici, je comprends. Mais vous me demandez, si quelqu'un croit donc que le meilleur moyen pour lui d'accéder aux fonctions de direction d'un pays, c'est d'aller se cacher dans les Sissongo pour attendre le jour où je ne sais pas si le vent qui va le transporter pour venir mettre à la direction du pays, je lui souhaite bonne chance. Ah, je ne peux pas passer ça. Il faut qu'on rie un peu. La prochaine fois que quelqu'un vous pose encore cette question, vous avez la réponse. Ouais, le PSI, il est bon. Je vous ai dit que le PSI est bon. Il est bon. La prochaine fois, si quelqu'un vous pose encore la question là, oh, il a travaillé au gouvernement d'abord, pourquoi machin, mon frère, ils sont contagieux. Et la manière avec laquelle il répond, c'est-à-dire, mon frère, ils sont contagieux. Tous les jeunes qui sont dans la salle là se sont mis à rire. Les gars, en fait, ces jeunes-là se retrouvent en lui. Une fois, les gars se retrouvent. Au lieu de venir te placer là, devant la caméra, vous savez, les gens qui ont 70, 80, 90 ans ne doivent plus nous diriger. Ils ne connaissent pas les problèmes de la jeunesse. Nanani, nanana. À quel moment tu es parti faire un colloque avec les jeunes? Répondre à leurs questions spontanément comme ça là. Les jeunes là ne s'identifient pas à toi. Jeunesse n'est pas un programme politique. Hein? Tu vois la jeune fille qui est à l'écran là, celle-là qui est à Lyrique, la Master 2. Je suis sûr qu'elle te prend à un débat, hein? Elle va te fesser dans le débat là. La jeune petite fille qui est là, tu crois que tu es plus intelligent? Non, elle est arrivée, elle est très loin à l'école plus que toi, mon gars. Elle est très loin à l'école plus que toi. Toi, tu n'es pas arrivé là où elle est en train de partir là. Hein? Et en plus, il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui, à ton âge, ont une expérience professionnelle. Toi, tu as déjà géré quoi? Si bien qu'on va te donner un pays de gérer. Hein? Il y a des jeunes, moi, à ton âge, j'avais déjà une très longue expérience. Très longue expérience. Toi, tu es là, un petit vaurien qui n'a jamais rien fait de sa vie. Après, on te prend là, on te met là comme, je ne sais pas trop quoi. On dit qu'allez, va combattre Kamto, va combattre Kamto. Tu dis que tu es opposant, hein, mais va combattre Kamto. Mola, réglez d'abord vos problèmes internes dans votre parti politique là. Parce qu'on vous a parlé hier de bicéphalisme. Bicéphalisme. Mon frère, est-ce que le régime est contagieux? Mon frère, ils sont contagieux? C'est la question que je pose. Pardon, président, allons-y, allons-y. Mais vous ne pouvez pas contribuer au développement de votre pays. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose à votre pays. Parce que si vous voulez prétendre diriger un pays, il faut avoir apporté quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire sans, à un moment ou à un autre, participer à cela. Je rappelle, juste pour donner quelques exemples, Monsieur Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, a été ministre, puis premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale de Abdoulaye Wade, dont il était un des piliers de son parti. Je rappelle cela. Il a démissionné, il était dans l'opposition et c'est lui qui a battu Wade aux élections. Il est devenu président. Ce n'est pas un problème chez eux, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. On demande qu'est-ce que tu as fait. Mais on dit que non, tu étais là comme si... Et c'est les mêmes qui vont... Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Vous avez déjà vu ça, ça existe où ça? J'ai cité le cas de Abdou, je peux citer des tas d'autres. Vous voyez au Kenya, le président Ruto était colistier et vice-président de Uhuru Kenyatta. Ils étaient du même parti et il était même son vice-président. Et dans le parti, ils sont des camarades. Mais à la dernière élection, Ruto avait démissionné pour se présenter contre le candidat qui était soutenu par Uhuru Kenyatta, qui était Raila Odinga, quelqu'un de l'opposition. Et il a gagné. La politique, c'est peut-être le seul conseil que je peux me permettre de vous donner. C'est d'abord des convictions. Il faut avoir des convictions. Avoir une fidélité à soi-même. Et savoir que vous êtes porteur de quelque chose de plus grand que vous voulez offrir aux autres. Si vous n'avez pas tout ça,
ce n'est pas la peine de faire de la politique, sauf si vous voulez en fait faire de l'opportunisme, avoir une petite position. Mais si vraiment vous avez de l'ambition de faire de la politique, et même au plus haut niveau, et même de diriger le pays, il faut d'abord vous demander si, qu'est-ce que j'ai pour le Cameroun, qu'est-ce que je veux offrir au Cameroun, et qu'est-ce que je suis prêt à payer pour offrir ça au Cameroun. Donc quand vous avez fait cet examen de conscience, c'est là-dessus que votre vie doit être construite, et laissez les bavardages à côté. Le reste, c'est la fidélité à vous-même. Je crois que votre dernière question, c'était par rapport à comment, disons, nos relations avec des dépendances et des autres. Je crois que comme tout le monde, les pays africains, dont le Cameroun, aspirent à la souveraineté, aspirent à l'indépendance nationale, aspirent au développement. Et nous n'avons rien inventé à cet égard. Pourquoi est-ce qu'on fait des procès aux Africains, aux États africains qui disent que oui, non. La vie des nations, c'est aujourd'hui je suis avec toi, ça va bien, je trouve mon compte. Demain ça ne va pas, je vais avec l'autre. C'est comme ça, les nations n'ont pas d'état d'âme. Et si vous regardez l'histoire de tous les pays au monde, vous allez voir que ça marche comme ça. Vous allez voir la guerre, par exemple, en Ukraine, des gens qui combattent les Russes, les mêmes gens ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale côte à côte, c'était des alliés, mais le lendemain, les intérêts ne sont plus les mêmes. Donc, pour faire bref, pour moi, un dirigeant africain aujourd'hui, n'importe lequel, et à fortiori, un dirigeant camerounais ne peut pas ne pas être habité par l'idée de l'indépendance nationale, par l'idée de la souveraineté nationale, de la maîtrise en fait de notre destin. Moi, j'ai entendu, même jusqu'au président des États-Unis, si vous avez relisé son discours inaugural, il prononce le mot souveraineté des États-Unis au moins 2 ou 3 fois. Pourquoi est-ce que quand un pays africain prononce ce mot-là, c'est comme s'il avait... C'est un problème. Ça devient la sorcellerie, c'est comme si on a jeté l'eau bénite sur le diable. Non, c'est seulement que nous aussi, nous avons le droit de bâtir des nations souveraines. L'indépendance ne peut pas être totale parce que progressivement, il faut rester en coopération avec les autres. Mais vous devez avoir la marge d'indépendance et de souveraineté qui est possible. Je pense que nous ne devons avoir aucun doute à cet égard en ce qui concerne en tout cas le MRC et moi-même, c'est que nous sommes très habités par cette idée-là de dire que nous devons avoir une nation souveraine et traiter avec les autres dans le respect mutuel et l'égalité souveraine des États comme le prévoit les règles internationales. Maurice Kamto, en fait, là... Ouais, que... Maurice Kamto, qui es-tu? Who be you? You be who? On peut traiter quelqu'un comme ça? Les compreneurs ont compris cette réponse globale. Et au qui Maurice Kamto s'adresse après la question de cette jeune. Hein? Au lieu d'essayer de m'amailler, qu'est-ce que vous avez à apporter pour le pays? Et quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour ça? Question. Quelle est votre expérience professionnelle qui peut encourager les gens à vous faire confiance en se basant sur votre parcours en disant, bon, il a déjà eu à gérer ici et il a réussi. Donc, ça veut dire que probablement, si on lui confie cette tâche, il pourra peut-être. Dites-nous. Nous, on n'aime pas entrer dans certains débats, mais vous voulez nous pousser à entrer dans des débats. La fête de la jeunesse, au lieu de vous adresser aux jeunes, vous voulez lancer les pics à Maurice Kamto. Vous avez les capacités. Hein? Au lieu de proposer quelque chose de concret aux jeunes, vous publiez les vidéos là où vous êtes en train de manger le soya. Espèce de soyaza que vous soyez. Et quand Maurice Kamto veut s'asseoir, enseigner, parler, vous voulez montrer que vous le combattez. Or, il ne vous a jamais rien demandé, il ne vous doit rien. Et il vous renvoie encore sur les bancs. Il vous enseigne. Il vous dit comment on fait. Quand on veut même diriger un pays, comment on se comporte. Ce n'est pas qu'à peine on a un peu un soutien de 10 ou 20 personnes, on commence à être hautain, orgueilleux et on croit qu'on peut péter plus haut que son cul. Non. C'est là où vous échouez souvent très mal. Parce que lorsque vous voyez un homme comme Maurice Kamto là, vous pensez que vous pouvez le mettre dans quelle situation et il ne s'en sort pas.
Il vous a surpris. Pendant que vous étiez en train de manger le soya, pendant que vous étiez en train de jouer au grand patron jusqu'à faire les discours, Maurice Kamto, lui, il est parti sur un panel où il y avait beaucoup de jeunes dans la salle pour répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Il vous montre comment est-ce qu'un homme d'État se comporte. Un homme d'État ne fait pas le voyoutisme et ne se balade pas avec les voyous. Un homme d'État, c'est celui qui passe tout le temps à se préoccuper de l'avenir des gens qu'il est censé diriger. Et lui, Maurice Kamto, il ne vous dirige même pas encore, mais il se préoccupe déjà de vous. Ça, c'est de la préoccupation. Il est soucieux de votre devenir. Il ne dort presque pas. Il se renseigne. Lui-même, il vous a dit, on dit c'est quelqu'un qui tape tes textes. Il dit non, c'est moi, je tape mes textes moi-même. Je suis les pages, je me renseigne, je vous suis, j'écoute pour être au courant de vos préoccupations. Et le moment venu, si vous m'accordez votre confiance, je vais essayer de tout mon possible pour, n'est-ce pas, vous mettre à l'aise. Mais l'autre va partir faire un petit truc avec un fond vert bizarre. Un fond vert qui est vert. Il va commencer à parler, s'attaquer, il s'attaque à Maurice Kamto, il s'attaque à Maurice Kamto. Maurice Kamto est l'homme de la situation actuellement au Cameroun. Il n'y a pas son deux. Il est le meilleur parmi les meilleurs. Écrivez ça. Et retenez ça une fois pour toutes. On ne mélange pas les patates et les macabots. Que ce soit sur le plan académique ou politique, le plan professionnel, Maurice Kamto est l'homme le plus capé, le plus huppé du moment dans l'opposition. Il n'y a pas son deux. Donc on ne va pas prendre quelqu'un qui a une expérience professionnelle, un parcours traçable, le mettre à côté et prendre un individu qui sort de nulle part, lui confier les rênes du pouvoir. Vous avez déjà vu ça où? Vous ne pouvez pas avoir un homme comme Maurice Kamto au Cameroun actuellement et commencer à tergiverser avec vos balivernes inutiles. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et là, vous avez sa réponse. Allez encore à l'école. Allez apprendre. Ah non, professeur Maurice Kamto, président, tu es bon. Bisous. Je vais vous soumettre un exercice de rapidité. D'accord, d'accord. Je sais que ce n'est pas facile. Non, pour la simple raison que l'émission a été beaucoup plus longue que prévu. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire une rubrique, un nom, une image, un commentaire. Je vais vous donner 4 noms. On commence par un nom et je vais en commenter un nom. Paul Biya. Il a fait rêver des gens de ma génération, en tout cas, moi-même. Ensuite, il a désaxé par rapport aux attentes et ça a causé les frustrations qui ont amené certains d'entre nous à entrer en politique pour essayer d'offrir une alternative. Ok. Maître Alice Kom. Brave dame, avocat remarquable, talentueuse, avec de grandes convictions politiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et je pense que en dehors de ces autres combats qui lui sont propres, parce que, comme j'ai dit, je ne partage pas tous ces combats, mais ceux qui ont trait, par exemple, à la protection des associations, la liberté des associations, voilà, j'y suis sensible parce que c'est en laissant, en réalité, des moyens de respiration à la société à travers ces organisations-là qu'on va arriver à faire avancer notre pays. Samuel Eto'o. Remarquable footballeur, joueur de talent, de génie. Dans l'historiographie de notre football, ils sont 3 ou 4 comme ça, qui pour moi sont des icônes absolues. C'est lui, c'est Roger Mila. J'aurais pu y ajouter Manga Ongene, mais il n'a malheureusement pas eu nécessairement la même carrière internationale qu'eux. Mais j'y ajoute Thomas Kono. Et pour moi, ça, c'est
C'est des géants. Et Eto'o, évidemment, dans sa position spécifique, avec les résultats incomparables qu'il a eus. Je parle d'Eto'o footballeur. Et je suis au footballeur. Moi, je dis Samuel Eto'o, je n'ai pas précisé. Non, moi, je limite. Vous n'avez pas limité, j'ai le droit de limiter. Je me limite au footballeur. Je me limite au footballeur. Bon, maintenant, tout comme quand je parle de Mila, je me limite au footballeur. Parce que il m'a fait littéralement m'envoler lors de la CAN du Caire. Je ne sais plus, c'est en 1986. Voilà. Où il marque le but d'égalisation en demi-finale. Mes amis de l'époque, s'ils me suivent, ils vont reconnaître. J'étais fou de joie. Je me suis retrouvé sur les épaules des gens parce que je planais, j'étais tellement content. Parce que j'avais l'impression que Mila avait marqué ce but-là pour moi-même. Alors, dernier nom, dernière image, Cabral Libi. Cabral Libi, c'est un jeune vif, je crois intelligent. Et bon, nous sommes tous des acteurs de la scène politique. Ensuite, chacun se positionne comme il veut, mais je crois qu'il a la vivacité d'esprit qui fait qu'il donne le sentiment à beaucoup qu'il a vraiment un talent, un certain talent. Alors, je vais me permettre une chose, oui. Parce que c'est mon émission. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais me permettre de vous envoyer au tableau. Pourquoi? Parce que dans votre programme, je dis que vous avez un programme de modernisation, vous avez un programme bien pensé, et vous et moi, nous tous, nous savons que le désordre urbain, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc, c'est une gangrène. Voilà. Grégoire, tu amènes un tableau, s'il te plaît. Alors, je vais vous envoyer au tableau pour nous esquisser un croquis. Si on prend une ville comme Douala, par exemple. Donc, prenons Yaoundé, on est à Yaoundé. Vous prenez Yaoundé ou Douala? L'une ou l'autre, mais prenons Douala. Ok, prenons Douala. Prenons Douala. Alors, j'ai tout prévu, en fait. Donc, parce que quand je disais que c'est fini, je me disais, je ne peux pas laisser la question là comme ça. Là. Donc, ça, ce sont des marqueurs. Voilà. Donc, vous en avez plusieurs, bleu, rouge, noir. Et il y a un tableau. Voilà. Donc, pour une fois que j'envoie un professeur au tableau, voilà. Je me place là pour vous laisser. On peut seulement esquisser vraiment un croquis sur les quelques idées dont nous sommes porteurs. Juste pour la caméra, comme ça. Oui. Un tout petit peu, c'est parfait pour la caméra. Pour une métropole comme Douala, vous avez vu que nos villes, en fait, étouffent. Étouffent aujourd'hui. Premièrement, parce qu'il y a une occupation anarchique de l'espace public. C'est ce que j'appelais l'occupation des trottoirs. L'occupation même de la chaussée. Moi, j'habite du côté de Toudi. Passer au marché de Toudi, c'est la croix et la bannière, c'est juste impossible. Vous habitez à Toudi? Du côté. Donc à côté. J'ai pas dit, j'ai dit du côté. Vous êtes voisin du voisin? C'est un voisinage un peu lointain, mais bon. Ok. Donc, deuxièmement, le transport urbain est un de nos talons d'Achille. Quand je disais qu'il faudrait que nous organisions la Coupe du Monde, c'est pourquoi? Parce que ça va nous obliger à relever notre niveau, à nous mettre à niveau pour accueillir les étrangers. Vous ne pouvez pas accueillir les étrangers à Yaoundé ou à Douala, par exemple, pour une Coupe du Monde, pour qu'ils soient sur des bensikines ou bien des taxis qui faufilent et tout cela. Donc nous devons effectivement regarder cela pour ne prendre que ces deux aspects. Mais nous devons, si nous prenons une ville comme Douala, et comme j'avais dit, nous voulons que Douala soit la métropole financière et économique, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale et au-delà. Il faut vraiment que nous soyons un pôle. Comme Tanger, par exemple, au Maroc aujourd'hui, comme Abidjan, et encore, avec la bourse d'Abidjan, et comme Nairobi, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud avec Jobo et d'autres. Le Cameroun doit avoir ça comme vision. Et moi, je dis, si nous prenons comme une ville comme Douala, comment la préparer pour qu'elle puisse jouer ce rôle? Je vais juste prendre un bout de Douala, c'est-à-dire la zone où passe le fleuve du Vouri. Donc voilà, mettons que ça, c'est le Vouri qui descend. Vous avez à l'heure actuelle, ça c'est Bonabéry, et ça c'est le côté, disons, Douala classique. Donc vous avez un pont, un pont qui passe là. Voilà. Alors, et puis, du côté de Douala, ici, vous avez Bonanjo ici, à peu près.
Bonanjo ici. En allant plus loin, vous serez à Dedo, Aqua, et puis vous aurez Bonapriso un peu à côté. Mon idée, c'est de dire, il faut transformer totalement la physionomie de Douala. D'abord, un seul pont sur le Vouri, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Il faut faire au moins 3 ponts sur le Vouri. On est obligé de les faire plutôt en haut, en aval, parce que le port, le port occupe toute la zone qui va vers le sud. Donc, il faut au moins 2 autres ponts. Ça, même si nous avons un deuxième, parce que l'ancien pont ne fonctionne plus vraiment, donc je considère qu'il y a un grand pont sur le Vouri. Si vous avez un deuxième pont, ce pont-là peut déjà être un pont de désenclavement, de telle sorte que les véhicules qui viennent d'Edea, de Yaoundé et tout ça, les transporteurs, qui veulent aller à l'ouest ou dans le sud-ouest, prennent ce pont-là directement. Et vont peut-être rejoindre un échangeur ici qui va distribuer entre machins. Donc, il faut un deuxième pont. Et ce n'est pas si cher, ce n'est pas compliqué de faire un deuxième pont. Il y a aujourd'hui même des possibilités, des gens font même des ponts payants. Quand vous voyez certains ponts à Abidjan aujourd'hui, voilà. Exactement, c'est payant. Donc on peut parfaitement concevoir cela. Et donc, ça va à la fois fluidifier la circulation sur ce pont, mais également désenclaver en termes de circulation Aqua Nord qui est complètement bouchonné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaiterais que le plateau Jos soit un peu comme notre Manhattan. Et c'est pour cela que, personnellement, je pense qu'on doit fixer, il doit y avoir un coefficient d'occupation de sol, c'est-à-dire y compris la hauteur des immeubles. Moi, si j'étais en capacité de dire, il n'y aurait pas d'immeuble de moins de 15 étages là-bas. Okay. Parce que ça va être un centre financier. C'est là aussi que vous projetez votre image. Comprenez? Et ce n'est pas très vaste. Donc, il faut bien occuper l'espace là-bas. Donc, ça, c'est vraiment une zone de grands immeubles, de tours, ici. Et l'autre chose, c'est que maintenant, il faut valoriser cette rive de Bonabéry, qui est moins occupée qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a même des habitations. Mais comme ce n'est pas des habitations, souvent en matériaux définitifs ou de très grande hauteur, on peut réformer, on peut réaménager sur le plan urbanistique. Ça veut donc dire qu'on peut là aussi développer des constructions en hauteur pour qu'il y ait une liaison avec ici. Comme un deuxième centre d'affaires. Exactement, pour qu'il y ait une liaison. Parce que vous ne pouvez pas le faire ici, c'est la mangrove. Voilà, tout ceci là, c'est la mangrove. Sur le côté Bonabéry, jusqu'à la mer, c'est la mangrove. Et ici, vous pouvez continuer ici, mais malheureusement, le port s'est trop développé de ce côté-ci. Donc, on peut le faire là-bas. Mais ici, je souhaiterais qu'il y ait, bien entendu, des sièges d'entreprise, mais également pas beaucoup d'hôtels et tout. Pourquoi? Parce que j'estime que Douala ne profite pas du fleuve Vouri en termes touristiques. Donc, à mon avis, en dehors des ponts, nous devons avoir des bateaux de plaisance, des bateaux mouches et autres, sur le fleuve, qui remontent et descendent, amènent les passagers. D'autres peuvent même d'ailleurs faire des traversées. Mais je vois déjà le soir, qui remontent, qui descendent, vous pouvez manger sur un bateau mouche. Tout à fait. Mais vous pouvez aussi prendre ce bateau-là pour aller ici, dans un hôtel ou un restaurant. Donc ça, c'est juste pour cette zone. Mais après, je veux prendre le chemin de fer. Malheureusement, dans notre pays, il y a quelque chose de terrible. Nous n'aimons pas notre pays. Même ici à Yaoundé, mais vous allez à Douala pareil. Vous savez que le chemin de fer traversait Douala avant. Et quand on a commencé à moderniser Douala et on a enlevé la gare de Besseke. C'est pour ceux qui connaissent Douala, peut-être Besseke, vers là où il y a disons la maison, la case traditionnelle, disons des chefs traditionnels. Le siège du Ngondo. Voilà, le siège, exactement. C'est là-bas que la gare arrivait avant. Ah ouais, oui, donc on a déplacé. Mais le train qui venait de Nkonsamba, qui venait de Kumba et tout ça, là, du Mungo, voilà, traversé et passé dans la ville de Douala. Et il y avait un projet de valoriser justement cette zone où il y avait les rails. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est pour ça que je disais à mon petit là, que dans nos jeunes pays là, il faut être chef chantier. Si tu n'es pas là. Donc dès qu'on a tourné les yeux pour dire que le projet là va venir et tout, ce sont les responsables camerounais eux-mêmes qui ont vendu tous les trucs et on a enlevé les rails, vendre même aux Indiens et tout ça là. Donc maintenant, vous n'avez plus... L'espace est occupé. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez faire ça, il faut donc exproprier.
Mais on va être obligé d'exproprier, de casser. Parce que si vous voulez moderniser la ville, à un moment donné, il va falloir ouvrir ces espaces-là. Pour qu'ils puissent avoir... Parce que mon idée, c'était justement d'utiliser ces zones-là pour faire des tramways. Pour faire des tramways. C'est-à-dire... C'est un projet dans un certain programme. Absolument. Et même le gouvernement a parlé de tramway. Je ne suis pas le premier, ce n'est pas moi qui invente. Le gouvernement a parlé de tramway depuis des années. Mais le problème, c'est que c'est comme un serpent de mer. Vous parlez de quelque chose, 10 ans, on ne voit pas, 20 ans, c'est comment? Donc, et pendant ce temps, les gens ont vendu le terrain. C'est tout occupé maintenant. Et maintenant, il faudra que l'État encore dépense l'argent pour exproprier, pour faire. Oh, on est obligé de faire. Vous ne pouvez pas régler le problème de circulation à Douala sans ouvrir des modalités de transport comme le tramway. Je dis pas tout de suite le métro, parce que le métro, le sol de Douala est très meuble, c'est-à-dire c'est sablonneux. Donc on peut toujours faire le métro, on fait même les trucs sous l'eau, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Faisons la politique de nos moyens. Faisons d'abord les transports en surface. Donc on pouvait faire le tramway, qui porte plus qu'un bus ordinaire. Et ça, il faut le faire. Et moi, je vois bien un tramway ou un chemin de fer qui va partir donc, de Bonanjo, enfin de là, jusqu'à Japoma. Okay. Bon, si tu as ça, à partir de là, tu peux avoir des raccordements. Et voilà, bon, en gros. Maintenant, je termine juste pour Douala, pour dire que c'est un désastre pour nous. Quand vous posez, quand vous arrivez à Douala par avion le jour, s'il y a un étranger, vous avez envie d'entrer sous votre siège. Parce que vraiment, les bidonvilles, les machins que vous voyez à côté de l'aéroport, ce n'est pas possible. Des trucs dans l'eau, vers là où l'avion était tombé, là, dans la Mango. Banga Pongo. Banga Pongo, merci. Il faut régler ça. Sans compter même les gens qui maintenant sont dans l'aéroport. Depuis des années, j'ai entendu encore le maire de Douala dire dernièrement qu'il faut qu'il enlève ça. Ouais. J'espère qu'il va y arriver. Parce que c'est la politique qui empêche ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas... Ce sont nous-mêmes, enfin pas nous les hommes politiques, ce sont les responsables publics qui jouent. On veut faire ceci, on va monter ensuite les gens pour qu'on dise que oh, ça veut dire... Non, c'est notre pays à nous tous. Où est-ce qu'on a déjà vu un aéroport international, le premier aéroport international du pays, avec des constructions? Vous êtes déjà allé à l'aéroport de Douala? C'est les boutiques, les bidonvilles, les baraquements, c'est là dans l'aéroport. Est-ce que nous allons vivre avec ça? Donc c'est pour cela que le fait de dire nous allons organiser les Jeux Olympiques, si ça nous était attribué avec les autres, c'est un défi qui nous est lancé en tant que Camerounais et nous devons relever ce défi. Voilà un peu ce que je peux encore développer parce qu'il y a des choses qui nous manquent cruellement dans nos grandes villes, comme les espaces verts. Regardez, une ville comme Yaoundé, qui est une ville naturellement, c'est-à-dire les arbres poussent, tu n'as pas besoin de mettre les engrais, mon frère, c'est comment? Tu sors là, tu ne vois pas aussi les jardins où tu peux te promener avec les enfants, on s'assoit, on respire le bon air, que c'est quoi? Comment? On construit partout. Quand vous prenez le plan d'urbanisme de Yaoundé, la ville de Yaoundé, normalement, comme il y a beaucoup de collines, on ne devait pas construire dans les bas-fonds. On devait construire seulement à hauteur. Or, vous avez vu qu'on construit sur les bas-fonds. Et quand il pleut, il y a des inondations. Les gens pleurent. Mais où sont les autorités pour dire qu'on ne doit pas construire ici? Tout le bas-fond devait être des jardins, des parcs et des routes. C'est tout à Yaoundé. Donc voilà, par exemple, pour ne parler que de Yaoundé. Si là, on arrive là, vous vous demandiez les mesures. Même si les gens ont construit, on va enlever. On va enlever. Après tout, le maire Chimi avait enlevé les gens en tabac. Ouais. C'est simplement qu'on enlève, après on abandonne. Mais il faut enlever et occuper, même si vous n'occupez pas, on enlevait, on plantait les arbres. Il faut planter les arbres pour que ça donne la respiration à la ville. Je vois partout là, derrière on fait les centres commerciaux n'importe comment en désordre. On ne doit pas continuer comme ça. Il faut aussi que nous ayons une belle ville. Et nous avons la chance que la nature nous a donné un site exceptionnel comme Yaoundé. Parce que si, je vous assure, si on respecte les plans d'urbanisme à Yaoundé, vous aurez très peu de villes dans le monde qui peuvent nous battre. Parce que avoir une ville collinaire naturellement comme ça, c'est très rare. Donc, croyez-moi, c'est pas les... Merci beaucoup, Maurice Kamto. On va... Alors, Vous aussi, applaudissez en tapotant, les gars. Applaudissez en mettant les cœurs,
Ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration de la connaissance de son pays. Il maîtrise les villes de son pays, le père là. Il maîtrise. On lui donne droit là, il dit ici c'est Dedo Bonanjo, machin. Il connaît les délimitations des quartiers, il connaît comment c'est, il connaît tout, les précisions. Vous avez confié le pays à des bandits. Au lieu de construire le chemin de fer, les gars enlèvent plutôt les fers qu'il y a là, les rails. Ils enlèvent le fer sur les rails, ils vendent aux Indiens, ils vendent aux Chinois, ils vendent... Les voleurs, les bandits, les bandits. Et les gens vont venir vous dire, ah, Maurice Kamto, il ne doit pas être président au Cameroun, mais c'est des médiocres qui disent ça. Je vous ai déjà expliqué parce que le médiocre vit de sa médiocrité, de la corruption, du népotisme, du nombrilisme. C'est de ça que le médiocre vit, il n'a aucune compétence. Or, si on met la compétence pour diriger, le médiocre, c'est qu'il n'y aura plus de place pour lui. Et comme le médiocre est d'essence paresseux, il ne veut pas aller apprendre. Il veut seulement s'asseoir. Quand tu viens, n'est-ce pas, pour un service dans l'administration où il travaille, il te demande de donner l'enveloppe. Or, ce n'est pas normal, il est là pour servir et non pour se servir. Donc, il n'y a que des médiocres qui profitent de ce genre de situation où les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes et pour avoir un service, ils sont obligés de monnayer. Il n'y a que des médiocres. Quelqu'un qui aime passionnément son pays va vouloir que ce pays se développe. Est-ce que Paul Biya connaît le Cameroun? Est-ce que Paul Biya peut vous faire une démonstration, un petit croquis de comment il pouvait, même comme il n'a pas pu, comment il pouvait développer une partie du Cameroun? Qui dans l'opposition au Cameroun est capable de faire ça? Dites-moi. Maurice Kamto a étudié toutes ces questions. Dans l'opposition, ce n'est pas un jeu. Il a étudié toutes ces questions. Il a étudié son pays. Il a étudié les populations. Et il sait qu'il a quelque chose à offrir. C'est un homme qui est excellent. Et on ne peut pas avoir l'excellence d'un côté. D'autres personnes veulent nous ramener des petits quartiers-arts. La présidence de la République n'est pas faite pour des petits quartiers-arts. Quand quelqu'un veut intégrer la présidence de la République, il faut quand même qu'il ait un certain background, surtout un pays comme le Cameroun. Aller blaguer ailleurs, au Libéria ou je ne sais où. Mais un pays comme le Cameroun, quand même. Quand même. Et quand vous écoutez Maurice Kamto, il maîtrise toutes ces questions. Il a travaillé dessus toute sa vie. Il connaît le Cameroun, il connaît les Camerounais. Il aime passionnément les Camerounais. Il aime profondément le Cameroun. Le seul obstacle à Maurice Kamto, c'est la bande de médiocres que Biya a mis autour de lui. Que des médiocres. Dans un pays normal, Atangandi peut être ministre. Jean de Dieu Momo peut être ministre dans un pays normal. Femme Ndongo peut être ministre dans un pays normal. Dans un pays normal qui se veut sérieux. Grégoire Owona peut être ministre dans un pays normal qui se veut sérieux. Dans un pays qui se veut sérieux, Kava Ege Djibril peut être président de l'Assemblée nationale. Dans un pays sérieux. Regardez très bien la constitution du gouvernement des pompes du régime Biya. Que des médiocres. Que des médiocres. Ils ne valent même pas la cheville du directoire du MSC qui n'est qu'un parti politique. Il dit tous ceux qui sont au gouvernement de Biya aujourd'hui et du RDPC ne valent même pas à la cheville du bureau politique du MSC. Même pas. Quand vous regardez les têtes qu'il y a autour de Maurice Kamto, vous comprenez que ce monsieur aime l'excellence. Et donc ce sont les ennemis du progrès qui vont tout faire pour le calomnier, pour le combattre. Parce qu'ils savent qu'avec Maurice Kamto, il n'y aura plus de corruption. Et sans la corruption, ils ne pourront pas accéder à des postes dont ils n'ont pas droit. Parce que leur niveau n'y est pas. Ils savent que non. Moi, si je veux être procureur aujourd'hui, il faut que je paye. Je paye même 10 millions, j'entre à l'ENAM. Avec Maurice Kamto, ce sera l'excellence. C'est celui qui est capable, qui va aller à un poste où il peut apporter quelque chose. Or, au Cameroun, aujourd'hui, c'est l'inverse. On retire les noms des enfants qui sont capables, qui ont réussi un concours pour mettre le nom de Brenda Biya, qui n'est jamais allé même à l'école. Et ses frères. La médiocrité. On fait l'excellence dans la médiocrité. Et après, vous ne voulez pas donner la chance à un nouveau Cameroun de voir le jour. Nous, on veut voir un nouveau Cameroun où l'excellence nous gouverne.
On veut être fier de parler de notre président. Qu'on dit au-delà d'être président de la République, c'est d'abord un professeur agrégé de droit qui a marqué plusieurs domaines sur cette planète avec son empreinte. On trouve son empreinte partout. Partout sur cette planète. Dans toutes les universités. Il y a l'empreinte de Maurice Kamto partout sur cette planète. Au-delà d'être président de la République, c'est d'abord quelqu'un qui aime son pays et il aime ses concitoyens. Passionnément, profondément. Il a envie de donner quelque chose à son pays. Il ne veut pas prendre, comme ceux qui sont là actuellement. Il veut donner, il a beaucoup à offrir à son pays. Donnez-nous aussi la possibilité de profiter d'un homme comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Diben. Terminons l'émission en clôture. Je reste debout parce que Congosa TV, c'est terminé. Congosa TV présidentielle 2026 est terminé et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu. Il y a eu beaucoup de questions congosiques, comme on dit, et vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de terminer cet entretien parce qu'il n'est pas terminé. Il y a beaucoup de questions. On ne peut pas tout faire en une émission. Absolument. Donc, vous savez que les artistes, il faut nous prendre au sérieux. Non, mais moi, je vous prends toujours au sérieux. Maurice Kamto, prenez-nous au sérieux et en particulier les humoristes. Voilà. Je vais vous dire encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Olivier. Merci à vous. Merci. Voilà. Qu'est-ce que moi je peux encore dire pour ajouter? Je veux préciser aux gens du REDPC que faites ce que vous voulez, mais vous allez finir par partir. Cette année, si vous allez partir. Faites tout ce que vous voulez. Cette année, vous allez partir. Notez ça. Et Maurice Kamto sera président dans ce pays. Et il va bien le diriger. J'ai confiance. N'ayez pas peur d'imiter le bon exemple. J'appelle toutes les personnes qui disent aimer le Cameroun, qui disent qu'ils sont dans l'opposition. N'ayez pas peur d'imiter le bon exemple. Voilà. Et quand on dit qu'on aime son pays, on veut un président qui est compétent. Ce n'est pas que vous êtes mauvais, hein. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est mieux que vous. Et vous-même, vous savez qu'il faut donner le meilleur pour diriger son pays. Ce n'est pas pour rien que dans les concours, on prend les meilleurs. Sinon, on allait prendre n'importe qui et mettre n'importe où, n'importe comment. Non. Pour des gens qui veulent du sérieux, ils vont donner l'opportunité aux meilleurs. Et pour le moment, Maurice Kamto est le meilleur. Est-ce que vous m'avez vu mâcher mes mots pour le dire? Non. Maurice Kamto a répondu à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions là, même les questions les plus bizarres. Il a répondu. Hein, mon frère, une ville comme Yaoundé, mon frère, c'est même comment, non? C'est un homme intègre. Allez fouiller la petite bête, vous ne trouverez pas, parce que c'est un homme intègre. Et ça, on en a besoin. On a vraiment besoin de ça. Ceux qui sont dirigeants au Cameroun actuellement, là, qui font les histoires, ils créent des lois pour eux-mêmes, là. On vous a à l'œil et le moment venu, vous allez répondre. De quel droit est-ce que vous piétinez les lois de la République? Ils ont empêché les jeunes du MSC de défiler à Yaoundé en disant qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Quelle est la loi, quel est le dispositif de loi au Cameroun qui dit qu'un parti politique qui est en règle ne peut pas participer à un défilé national parce qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée? Or, on a toujours vu des partis politiques alliés au RDPC qui n'ont même pas un élu quelque part défiler tout le temps. Ça sort d'où?
Vous demandez les cartes de séjour aux Camerounais. Vous êtes devenu l'immigration. Créez vos lois. Pendant que vous refusez, vous interdisez au MNC de défiler à Yaoundé. Ailleurs, le MNC défile. Donc, ça veut dire qu'il y a des lois pour des endroits au Cameroun maintenant. Et aux forces de l'ordre qui veulent toujours faire le zèle. Vous avez vu ce qui s'est passé c'est à Bassamba, non? Où les jeunes étaient déterminés à faire leur marche, leur défilé. Vous avez voulu vous interposer, vous avez vu ce qu'ils vous ont dit. Ils vous ont dit que c'est notre république à tous et nous avons le droit de défiler, nous allons défiler. Il fallait les bloquer. On vous a dit que c'est vous qui allez créer des problèmes dans ce pays parce que si ça ne dépend que de nous, tout doit se passer dans les règles de l'art et dans le respect strict de la loi. Mais comme vous êtes ceux qui passent le temps je ne veux pas prononcer les mots, à bafouer la loi, c'est vous qui voulez créer le désordre. On va vous ramener à l'ordre. Vous avez vu l'immensité de la jeunesse de ce parti politique MNC. Vous avez vu même d'ailleurs cette réunion que j'ai suivie hier ou avant-hier. Je crois, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ces réunions dans les sièges du parti, vous avez vu, le MNC a des milliers et des milliers de jeunes. Des milliers et des milliers. Rien que pendant le défilé, j'étais stupéfait. J'étais stupéfait. J'ai vu un défilé, je crois c'est à Tonga, mais j'étais même scandalisé. Mais tous les jeunes s'y sortent d'où? Ils étaient là, ils ne faisaient que passer. On dirait que c'était le défilé du 20, mais non, c'était juste les jeunes du MNC. Juste les jeunes du MNC. Vous avez vu? Quel est le parti politique au Cameroun qui a autant de jeunes et autant de militants que le MNC? Même le RDPC n'a pas. Je vous dis ça tous les jours. Et pour finir, Kouagne, mêle-toi de ta cuisine interne et tu dois encore bien expliquer à tes partisans comment est-ce que tu vas faire pour participer donc à la présidentielle qui arrive. Parce qu'on t'a rappelé qu'il y a un bicéphalisme dans ton parti politique. Le fondateur du parti politique dit qu'il ne te reconnaît plus et qu'il soutient Paul Biya. Donc, le PCRN soutient Paul Biya. Toi, tu es le président du PCRN. Tu vas participer à l'élection présidentielle comment? Quand on vous empêche de défiler en disant qu'il y a des problèmes dans votre parti politique. Man, même la candidature pour aller déposer avec le PCRN, tu ne pourras pas. Va dire ça à tes gens. Parce qu'arrivé à un niveau, peut-être le Ngombo, tu n'as pas bien respecté le Ngombo, tu as commencé à être un peu têtu. Ou bien tu as commencé à demander un peu trop, on t'a rappelé à l'ordre. Maintenant, ça te brûle. Quand on vous dit de ne pas dîner avec le diable, tu ne pourras pas déposer la candidature LPC. Peut-être avec un autre parti. Tu ferais mieux de revenir à la raison. Même si tu es tout ce qu'on peut dire, reviens à la raison, range-toi et tu auras une chance. Reviens à la raison, range-toi et tu auras une chance. On ne fait pas la politique avec l'orgueil, en fermant les portes. Un homme politique qui fait ça n'est pas un homme politique. C'est juste quelqu'un qui est méchant et qui veut régler ses comptes. On ne fait pas la politique en fermant des portes. Il faut toujours trouver des consensus, des compromis. C'est ça la politique. Comment tu peux être prêt à travailler avec le RDPC, mais pas avec un parti de l'opposition aussi puissant que le MNC et un homme aussi puissant et intègre que Maurice Kamto? Ça veut dire que tu as un problème. Voilà. J'ai dit que c'était la dernière fois. Je me dis que je ne parlais même plus là, mais je dis ça parce que ça me choque parce que quand je vois autant de gâchis, ça m'énerve. Voilà. Donc les gars, le Cameroun est au-dessus de tout ça. Et ceux qui disent aimer le Cameroun et les Camerounais vont tout faire pour donner une chance à Maurice Kamto de nous montrer autre chose. Parce qu'il est question ici de faire autrement. Et pour ça, Maurice Kamto est l'homme de la solution. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci pour tous les cœurs, les tapotages et les cadeaux que j'ai vu défiler et tout. Restez concentrés. Nous sommes dans une année cruciale. L'année de la présidentielle, c'est une année où on ne se laisse pas distraire. On se concentre sur l'objectif parce que c'est cet objectif ultime qui va permettre de démanteler tous les problèmes qui minent notre pays. Et vous avez vu Maurice Kamto, il vous a dit,
première urgence, quand il prend le pouvoir, c'est résoudre les crises qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. D'abord. Et il va dialoguer avec tout le monde. Parce que tu ne peux pas parler d'un problème des gens sans inviter les concernés. Donc, rien que pour ça, concentrons-nous sur Maurice Kamto. Parce que pour résoudre tous les problèmes, et les problèmes des artistes, et les problèmes de la guerre aux nosos, des morts, tout, il faut qu'on ait Maurice Kamto président de la République. Alors, le but ultime, c'est de mettre Maurice Kamto président de la République. On ne regarde pas les à côté pour le moment. On se concentre pour résoudre le problème qui est là. Et pour résoudre ce problème-là, il faut mettre Maurice Kamto président de la République. On ne sera plus obligé d'essayer de boycotter les artistes ou bien de faire quoi que ce soit en diaspora parce qu'on aura un président qui pense aux artistes. Et les artistes ne seront plus des mendiants. C'est tout. Donc, on veut résoudre le problème. On ne veut pas que le problème perdure pour continuer de courir derrière lui. Courir derrière le problème. Non. On veut résoudre le problème définitivement. Voilà pourquoi il faut mettre le président à la tête du pays. L'homme qu'il faut à la tête du pays, autant pour moi. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Vampire toothpicks. Oh no, this is the thing. You look like a whole walrus. Oh, shut up.